Cet exemple a permis de valider tout le raisonnement qu'on a fait. Il a duré en gros 6 mois. Il y a eu des échanges entre les bureaux de sol et un bureau d'études pour valider tout ce que je vais vous dire. Alors l'exposé a été préparé par Frédéric Durand, qui travaille chez Facile Construction, et par Dominique Nibel, qui travaille chez Bot Fondation. Donc je reprends dans l'exposé. Je vais vous parler de la géométrie de l'ouvrage, du contexte géotechnique, du contexte sismique. Je vais vous dire quelles sont les hypothèses de calcul des pieux qu'on a retenues. Ensuite, comment on a fait le prédimensionnement, quelles sont les différentes étapes en itération qu'on a fait avec le bureau d'études, et enfin, des conclusions. Alors l'ouvrage, c'est un R+6 de forme rectangulaire, donc une formule un truc assez simple, avec un noyau central. Donc on sent que les efforts horizontaux vont être concentrés au niveau du noyau central. La ductilité de l'ouvrage était du DCM, donc ductilité moyenne. Donc le coefficient de comportement qui a été appliqué par le bureau d'études est égal à Q, est égal à 2,1. Donc les efforts totaux ont été divisés par 2,1. Et les efforts des pieux ont été majorés par un coefficient de surcapacité qui vaut 1,4. C'est important, je pense que Patrick vous en a parlé ce matin. En DCM, il ne faut pas oublier que les calculs faits par le logiciel, il faut les majorer par le coefficient de surcapacité. Le contexte géotechnique, ce sont des sols de type C et D, sur 20 mètres, et qui reposent sur un substratum sismique, et donc on est en classe E. Et dans l'exemple, on a considéré qu'il n'y avait pas de risque de décréfaction. Vis-à-vis du sismique, on est en sismicité 3, le bâtiment est d'importance 3, donc on a une série de paramètres de calcul qui permettent de calculer l'accélération en surface qui vaut 2,38 mètres par seconde carrée. On en déduit à ce moment-là le spectre élastique et le spectre de calcul par division. Donc le spectre en bleu, c'est le spectre élastique, et le spectre de calcul retenu, c'est une division de ces valeurs par 2,1, c'est le spectre vert. Ensuite, comme on est en sismicité 3, en importance 3 de bâtiment et en classe E, on doit cumuler les efforts cinématiques et inertiels. Donc c'est ce qu'on a fait. La période de la structure a été proche de la période du sol, donc on a additionné les deux effets, alors que si ce n'était pas le cas, il faudrait en faire la somme quadratique. Enfin, c'est ce qu'on a proposé dans le guide. Point important, le bureau de sol doit donc donner la période propre du sol. Il ne faut pas qu'il oublie de donner ses valeurs dans sa G2. Les hypothèses de calcul sur les pieux, donc je vais vous définir les pieux, comment on a calculé le module de réaction, comment on a calculé la matrice de rigidité, comment on a calculé les raideurs verticales, comment on a pris en compte l'effet cinématique, et comment la descente de charge a évolué. Alors les pieux, ce sont des pieux tarières creuses. Dans la norme française, ça fait partie de la classe 2 et la catégorie 6, et on est obligé d'avoir des changements de paramètres. Ils sont ancrés dans les sols cohérents qui sont situés à 20 mètres de profondeur, et la norme impose d'avoir un ancrage d'1,50 m minimum. Donc ce sont des pieux ancrés d'1,50 m dans le substratum. L'importance géo est calculée sur les règles de la norme. Donc là, je vous ai mis les valeurs à l'ELS caractéristiques, à l'ELS quasi permanent et à l'EALU. Bon, c'est juste indicatif. Vis-à-vis du béton armé, on a d'abord dimensionné les pieux en fonction de la contrainte de compression. C'est ce que j'appelle le taux, c'est fonction du taux de travail du béton en compression simple à l'ELS et à l'ELU. Et ensuite, on a vérifié le ferrage des pieux en fonction du moment, et en fonction des actions, on a soit augmenté le ferraillage, soit augmenté les diamètres, soit doublé éventuellement les pieux. Donc là, vous avez les ferraillages qu'on a utilisés, et on s'est limité en gros à 2% de la section du béton. On aurait pu monter à 3%, c'est-à-dire qu'on aurait pu être plus optimiste. En ce qui concerne le calcul des modules de réaction et des raideurs, pour les effets inertiels, on est parti des essais pressionmétriques. Vous savez qu'en France, on est très pro-pressiomètre. Les pieux ont été calculés à partir de la formule de Winkler, et dans le fascicule et dans la norme, on définit un module à court terme, et ce module à court terme, on l'a multiplié par 3 pour avoir le module sismique. En surface, on a fait un abattement de 70% pour simplifier la réduction des effets de surface, et la pression du sol, on l'a limité à la pression limite. Et pour simplifier le calcul, on n'a pas fait 20 couches, on a fait des couches de 3 à 4 mètres d'épaisseur, et pour lesquelles on a défini un module moyen. Donc on a donc un tableau de raideur surfacique, par exemple dans les sols granulaires en tête, pour un module
pression-métrique de 4 mégapascales, on trouve des raideurs qui varient entre 170 et 86 mégapascales par mètre en fonction du diamètre. Pour la matrice de rigidité horizontale, on a supposé qu'on prenait un béton qui faisait 30 000 mégapascales de module, et on a considéré que l'inertie était non fissurée. Dans la réalité, quand les pieux sont très tendus, on pourrait utiliser l'inertie fissurée, mais enfin, c'est pas ce qu'on a fait. On a deux approches. Soit l'approche élastoplastique, c'est donc le volume de vin clair. On construit d'abord une matrice de souplesse en utilisant des logiciels élastoplastiques. Et après, on transforme cette matrice de souplesse en matrice de rigidité. On a aussi fait l'application en prenant un monocouche et non pas multicouche, parce qu'en fait, ce qui compte, ce sont les terrains en tête. Donc on a pris, si on prend un monocouche qui a les caractéristiques des terrains en tête, ça ne changera pas fondamentalement les calculs. Et la deuxième approche, c'est l'approche pseudo-élastique, qui est décrite dans l'annexe C de l'OC8, qui donne des relations entre l'effort horizontal et le déplacement. Et donc c'est ce qu'on a fait. Cette méthode ne permet pas de vérifier la plasticité du sol. Donc si je reviens à la méthode élastoplastique, on a fait deux cas. On a dit qu'on pouvait appliquer une méthode complète qu'on a appelée avec couplage. Cette méthode consiste donc à calculer la matrice de souplesse. Oui, il y a les relations entre le déplacement en fonction de l'effort horizontal, le déplacement en fonction du moment, la rotation en fonction de l'effort horizontal, etc. Et de cette matrice de souplesse, on en déduit la matrice de rigidité qu'on va rentrer dans les modèles. Et si la méthode simplifiée, donc cette solution est compliquée parce qu'on rentre 4 raideurs dans le modèle, et on a proposé de faire une méthode simplifiée sans couplage en n'utilisant que la première ligne, donc le rapport entre Y et H. Et dans ce cas-là, on a un exemple de raideur. La raideur horizontale vaut 35 méganewtons par mètre pour un pieu de 42 et monte à 135 méganewtons par mètre pour un pieu de 122. En ce qui concerne l'approche pseudo-élastique, la matrice de rigidité donne des valeurs nettement plus fortes que la matrice initiale en élastoplastique, et dans la méthode sans couplage, les valeurs sont doublées. Alors pourquoi? C'est parce que la méthode pseudo-élastique est dans le domaine de G, donc avec des valeurs de déformation très faibles, et donc il y a moins de déformation. Donc on a proposé que les calculs inertiels soient faits à partir de la méthode élastoplastique et non pas à partir de la méthode pseudo-élastique. Ensuite, on s'est aperçu que la méthode élastoplastique avec un monocouche, avec un multicouche, donnait des résultats équivalents si la première couche avait une épaisseur de 5-6 mètres. Comme c'était le cas, c'est ce qu'on a utilisé pour la suite. Voilà. Alors, vis-à-vis des raideurs verticales, il y a deux méthodes. La méthode développée par Roger Franck et par Zhao, qui a été développée dans le fascicule 62 par les articles de Roger, ou dans le fascicule, ou qui est une méthode un peu compliquée et itérative, ou une méthode forfaitaire qui permet de calculer les raideurs de façon simplifiée avec un tableur, avec une seule formule. Donc la méthode de Franck et Zhao, je vous rappelle qu'on calcule le détassement en fonction de... On fait varier la raideur du frottement et de la pointe en fonction des modules. Là vous avez le tableau des raideurs en fonction des diamètres. On voit que la raideur augmente en fonction des diamètres, mais diminue avec la charge. En fait, les raideurs verticales sont jamais constantes. Moins il y a de charge pour un pieu de même longueur, plus la raideur est forte. Et donc, on a proposé dans les calculs de prendre le cas où le pieu était le plus chargé. C'est-à-dire qu'à chaque diamètre, on a dit on prend la raideur du pieu qui travaille à son maximum. Donc, mettons 100 par rapport à 120 si le pieu était plus chargé, pour simplifier le système. Sinon, ça devient très compliqué. Voilà. La méthode forfaitaire, là vous avez la formule qu'il faut utiliser, et ça donne le tableau suivant des raideurs. Donc en conclusion, la méthode forfaitaire est un peu plus raide que la méthode de Franck et Zhao, mais comme on s'est aperçu que ça avait une faible influence sur les efforts, on a proposé de retenir la méthode forfaitaire pour les calculs. Parce que c'est bien plus simple à mettre en œuvre. La formule est simple d'application, alors que la méthode de Franck et Zhao, il faut lancer un tableur. Et lancer un solver. Voilà. Donc, et chaque pieu a une charge différente, et donc une raideur traitement différente à chaque fois. Et donc on a proposé de prendre une raideur partie de pieu, qui est celle qui correspond au pieu le plus chargé.
C'est pour ça que quand moi, on me dit, votre erreur, vous êtes trompé 10%, je dis, je me trompe de 10%, mais si mon pied charge à 20 tonnes, c'est pas le même cas que s'il charge à 100 tonnes, donc on est à la limite du modèle. L'effet cinématique, eh bien, on a dit que le module de réaction était calculé à partir de G, et non pas à partir du module pressométrique. On a retenu un rapport G sur Gmax de 0,5. On a utilisé les formules suivantes pour calculer le module de réaction, et on en déduit les valeurs des modules de la même façon. L'effet cinématique, on a un multicouche. On a utilisé la méthode de Madeira ou la méthode de Raleigh simplifiée au lieu d'utiliser le modèle de Souloumiac. Comme on a multicouche, on est arrivé à une période qui vaut en gros 0,5 secondes et une déformation en tête qui vaut en gros 1,5 cm. Et à partir de ça, on a défini la courbe dite de GZ, donc c'est ce qu'on appelle le déplacement du sol en champ libre. Et vous voyez que cette courbe a des variations elle n'est pas dérivable, elle continue, elle n'est pas dérivable, puisqu'il y a des changements d'affection à chaque changement de couche. Et donc, à chaque changement de couche, on aura donc des moments importants s'il y a un changement de raideur. Donc, l'effet cinématique, l'action sur le pieu est fonction entre la différence entre le mouvement du pieu et GZ, fois la raideur du sol. Là, je vous montre un exemple tiré de Foxta pour un pieu de 72, et on voit qu'il y a des moments importants qui arrivent au niveau du substratum, qui valent donc 162 kN en pied et un effort tranchant de 154 kN. Ça veut dire qu'au niveau du substratum, on aura donc vérifié le ferrage du pieu et souvent on va conduire à armer le pieu. Donc, la première question de charge qu'on fait par analyse modale spectrale, on a trouvé un effort total de 8000 kN si le séisme est selon X, et on voit qu'il n'y a pas d'effort selon FY quand le séisme est selon X, et c'est pareil pour Y. On a fait l'exercice avec l'analyse par force latérale qu'autorise le C8. L'effort de calcul, il y a la formule qui est écrite ici, et on arrive finalement à un effort total qui est 20% plus fort que les efforts qu'on a trouvés par l'analyse spectrale modale. Donc en fait, une première analyse par force latérale, sans lancer des calculs compliqués, permet de donner une bonne estimation de l'effort total sur l'ensemble. Donc première étape, le prédimensionnement. Eh bien, le principe de calcul, on va répartir l'effort total en fonction des diamètres, parce qu'en fait, on s'aperçoit que la raideur en tête d'un pieu est proportionnelle au diamètre, et en fonction de l'encastrement. Donc on a fait la formule qui est ici, on voit que l'effort est proportionnel au diamètre I du pieu, non pas au diamètre du pieu D, et le diamètre I, c'est le diamètre majoré par un quotient qui vaut alpha, qui vaut 2 quand le pieu est encastré, parce que quand un pieu est encastré, il est 2 fois plus raide. Donc s'il est 2 fois plus raide, il devrait prendre 2 fois plus d'efforts que si le pieu était libre. Donc c'est une approche simplifiée au départ. Et donc à partir de ça, on a évidemment utilisé les combinaisons de Newmark pour mettre le bon total d'efforts horizontal. Et avec ça, eh bien, on connaît les efforts qui arrivent en tête de pieu. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut calculer les moments induits par cet effort. On vérifie que le ferrillage passe. S'il ne passe pas, on change le diamètre ou on double les pieux. On a fait 2 modélisations. On a simplifié le système sur les pieux étaient libres en rotation, sur les étaient encastrés. On a considéré que quand l'effort horizontal était perpendiculaire à un voile, on était libre, puisque rien ne permettait d'encastrer le pieu. Et qu'en revanche, quand l'effort était parallèle au mur, on était encastré. Et vous voyez bien que pour être encastré, il faut que la structure puisse reprendre les moments d'encastrement liés à ce phénomène. C'est pas intellectuel, il faut absolument que la structure reprenne. Donc on a fait les 2 cas. On s'aperçoit qu'il y a une petite différence de charge sur les pieux parce qu'il y a un petit moment de torsion. Donc pour un même diamètre, on a des charges un peu différentes, mais c'est logique. Pardon. On s'aperçoit que quand un pieu est encastré, il y a 2 fois plus d'efforts puisque le pieu est 2 fois plus raide que s'il était rotulé. Et s'il a 2 fois plus d'efforts, les moments sont majorés de 50%. Donc ça fait un moment qui est majoré par 3. Donc le fait d'encastrer un pieu, ça pénalise beaucoup les efforts qui arrivent en tête du pieu, et ça rend le système plus raide. Et si le système est plus raide, eh bien on va avoir
sur le spectre de calcul, on va être plutôt sur la partie plate, et on aura un effort total qui va être plus élevé. Donc, ça accumule les effets. Donc, la méthode itérative, on est parti des diamètres initiaux des pieux calculés à partir de critères de compression et de calcul de géo. Et vous voyez que le premier pieu fait 42 cm de diamètre, par exemple. Donc, à partir de ça, on a calculé les efforts horizontaux pour atteindre les diamètres, et on a calculé les moments. Et en fonction de ça, on a fait des itérations en suivant deux approches. Soit on utilisait les méthodes complètes avec couplage, donc en utilisant la matrice complète de rigidité, soit, et à ce moment-là on a des moments en tête du pieu et on a des efforts en tête de pieu, soit avec la méthode simplifiée sans couplage, où à ce moment-là on n'a que l'effort en tête. Sur l'approche 2, donc la méthode sans couplage, on a distingué deux cas. Le premier cas, on disait on est encastré parce qu'il y a des voiles dans les deux sens et on met un coefficient d'encastrement dans le sens du voile. Et l'autre cas, on suppose que le pieu articulé. Alors je reviens juste un peu sur la notion d'articulé et d'encastré. Les entreprises générales et les bâtiments structures n'aiment pas du tout encastrer les pieux parce qu'ils ne savent pas en général reprendre les mouvements. Parce qu'il faut évidemment, si j'ai 600 kN en tête d'un pieu, il faut que la structure les reprenne. Donc souvent, les bâtiments structures et les entreprises générales n'en veulent pas. Alors, le C8 n'est pas clair là-dessus. Est-ce qu'il l'impose ou pas? C'est pas très clair. Enfin, je n'ai pas une lecture à 100% vraie. Donc, là, c'est le jeu du BET. Le BET, c'est lui qui va nous dire comment on est. S'il veut pas armer sa structure pour reprendre des moments, on sera naturellement reculé. Même s'il y a des voiles dans les deux sens. Donc, c'est le BET structure qui doit définir le type d'encastrement. Le cas tout articulé, on l'a mis à titre pédagogique dans le système, bien que je vous explique qu'à la limite, on peut l'accepter si le BET structure le veut. Alors, donc on a fait comme ça une série d'itérations, et pour aboutir, on est arrivé à 6 itérations. Je ne sais pas si vous voyez le travail que ça fait. Alors là, c'était simple, puisque le modèle était simple, et qu'on s'appelait facilement entre le BET structure et ceux qui traitaient le calcul, mais enfin, c'est lourd. Donc voilà, et quand il n'y avait plus de variation de diamètre, et on a conclu que le système était bon. Alors, on aurait pu simplifier le système en augmentant le ferraillage, et le monter à 3%, et à ce moment-là, on aurait pu converger plus vite. Voilà le résultat des diamètres après, avec les différentes méthodes. Et vous voyez que le premier pieu, qui était en 42 au départ, eh bien, il peut monter jusqu'à 72, selon la méthode de calcul utilisée. Donc vous voyez que la méthode utilisée joue beaucoup sur le dimensionnement. Alors, laquelle retenir? Alors, d'abord, il y a eu beaucoup d'itérations, donc c'est lourd. Deuxièmement, si on regarde les spectres, donc si on part d'un appui fixe sans mettre les raideurs sur les pieux, vous voyez qu'on est sur le plateau du spectre. Donc, on a une période assez faible, et donc on aura des efforts horizontaux qui seront plus importants au total. Si on est sans couplage, en articulant les pieux là où on peut, et en les encastrant ailleurs, vous voyez que la période augmente et les efforts totaux vont un peu diminuer. Si on fait une méthode complète avec couplage, c'est à peu près pareil. Et si on est sans couplage articulé, eh bien, le système est plus souple, donc la période augmente, et donc l'effort total va diminuer. Alors, si on regarde l'analyse par force latérale, vous voyez qu'elle donne un effort de 10 000 kN, donc qui est supérieur à tous les autres calculs. Les autres calculs sont de l'ordre de 8700. Donc on voit que le total appliqué à l'ouvrage ne change pas. C'est en gros 8700 kN. Ça ne dépend pas que ce soit fait avec couplage ou sans couplage, rotulé ou encastré. La solution appui fixe, sans prendre en compte les raideurs, mais en disant je suis articulé dans ce sens-là et rotulé dans l'autre sens, ça concentre les efforts de traction sur certains pieux, ça augmente les efforts horizontaux sur les appuis encastrés, et c'est ça qui donne le système le plus rigide. En revanche, la méthode sans couplage, mais en supposant qu'on était encastré quand la situation l'imposait et rotulé dans d'autres situations, eh bien, cette situation est plus... elle surestime un peu les efforts sous les pieds de contre-vent, puisque on est plus encastré qu'un pieu avec une espèce de rigidité un peu plus souple. Ça sous-estime un peu les pieux qui sont articulés, mais on considère que ce qui est important, c'est les pieux
sous les voiles de contrebattement. C'est moins grave si on est sous les pieux sous poteau. Et donc, on a dit qu'on pouvait approcher l'approche simplifiée sans couplage, mais en imposant d'être articulé à l'encastré selon les conditions d'encastrement. Une des solutions, c'est de limiter, de se mettre 10% en dessous de la courbe d'interaction, et comme ça on est tranquille. En ce qui concerne les tractions, la traction par rapport à l'appui fixe diminue beaucoup quand on fait les méthodes de couplage, et on voit qu'il y a une bonne différence. En articulé, on est à 11 000 tonnes, et dès qu'on est articulé et encastré, on monte à 16 000 tonnes, à 16 000 kN, pardon. Donc on voit que le fait de prendre la condition d'encastrement augmente les efforts de traction dans les pieux. Les efforts cinématiques, alors ils impactent, on m'a dit qu'il ne fallait pas dire impacter, ils ont un rôle important. Merci Nicolas. Ils impactent le ferraillage en pied. Vous avez vu qu'on avait des moments et on avait des efforts tranchants en pied, il faut armer le pieu. Parfois ils jouent un peu en tête, mais c'est rare. Voilà ce que je peux conclure. Donc merci de votre attention et merci à Frédéric Durand et à Dominique Libel d'avoir préparé cette exposition.